Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Jack Lang. Né à Mirecourt, en Lorraine, le 2 octobre 1939, il fait Sciences Po et l'agrégation de droit, mais cale devant l'ENA. Fondateur du Festival mondial du théâtre à Nancy, il préfère à sa vocation d'acteur celle de découvreur de talent. Le charisme de Jack Lang et sa cote dans les sondages ont survécu à son départ de la rue de Valois. Phénomène étrange qui s'apparente à la légende des stars hollywoodiennes, moins elles tournent et plus on parle d'elles avec nostalgie. Je me souviens de la période de la guerre, quand j'avais 2 ou 3 ans, et c'est des moments qui marquent très fort et qui font que la mémoire, je crois, est assez avivée. Mais 6-7 ans, évidemment, c'est assez proche de moi. Je me souviens, en effet, d'avoir été à cette époque un petit garçon timide, je crois timide, qui avait peur de l'école, en tout cas qui n'avait pas grand goût pour l'école, et qui aimait la nature, les promenades et les bonnes choses, et en particulier les pâtisseries. Et l'idée de vous appeler Jack, c'est assez britannique. Qui l'a eu dans la famille et pourquoi? Elle n'est évidemment pas de moi, puisque c'est le jour de ma naissance que ce prénom m'a été accolé. Elle est de mes parents. J'ai souvent posé la question à ma mère, et on m'a donné au moins 2 explications. L'une, c'est que un animal que mes parents aimaient beaucoup portait ce nom et les avait quittés quelque temps plus tôt. Et puis l'autre explication, qui est peut-être plus sérieuse, je suis né le jour de la déclaration de guerre et mon père et ma mère ont souhaité me donner un prénom qui témoignait d'une sympathie à l'égard des Anglais qui, à ce moment-là, vous vous en souvenez peut-être, étaient beaucoup plus résistants que la France à l'égard du nazisme. Et mes frères et sœurs, d'ailleurs, portent tous des prénoms plus ou moins symboliques. Par exemple, j'ai une sœur qui s'appelle Marianne. Elle est née en pleine guerre et c'était une manière de témoigner l'attachement à la République à une époque où nous avions un régime qui n'était pas très sympathique pour les libertés. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez eu des origines bourgeoises dans un milieu plutôt aisé et que tout ça a pu peser sur votre destin? J'ai eu la chance, en effet, de naître dans une famille qui n'était pas pauvre. Et je crois que c'est une grande chance de pouvoir avoir des parents qui vous donnent les moyens de poursuivre des études et de réaliser vos ambitions. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Alors, dans les biographies qu'on lit, on apprend que votre père, Roger, était président de la Ligue des droits de l'homme, que par ailleurs votre mère était institutrice et que tous les deux étaient francs-maçons. Alors c'est intéressant parce que c'est écrit dans les ouvrages qui parlent de vous. Et finalement en France on ne sait pas ce que ça veut dire. Et moi j'ai envie de vous demander, ça veut dire quoi d'être élevé par des parents francs-maçons? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi je ne sais pas très bien. D'abord moi je ne le suis pas, je ne m'en défends pas, mais mes parents n'ont peut-être pas été assez prosélyte vis-à-vis de moi-même. Au passage, ma mère, je pense, n'était pas membre de la franc-maçonnerie. En revanche, sa maman, à elle, était vénérable d'une loge où il y avait à la fois des hommes et des femmes, ce qui lui a valu d'être déporté à Ravensbrück. Qu'est-ce que ça veut dire d'être enfant, de parents francs-maçons? Ça veut dire probablement qu'on a eu la chance, quand nous étions petits, mes frères et moi, d'avoir à la maison une atmosphère de tolérance et de liberté, et qu'au fond, nos parents nous laissaient juges de nos goûts, de nos préférences, de nos lectures. Il y avait chez nous, à la maison, une très grande liberté d'expression, et je l'ai beaucoup apprécié. Et puis, il y a eu un coup de foudre pour le théâtre très tôt. Quel âge aviez-vous? Ça s'est passé comment, ce coup de foudre? Tout à l'heure, vous évoquiez ce que j'avais pu être,
vous me faites commettre des fautes d'orthographe en parlant, si j'ose dire. Donc quand j'avais 7-8 ans, j'avais envie avec des copains ou des copines de jouer. Alors, une manière de jouer, c'est pas seulement cache-cache ou la marelle ou le reste, c'est aussi de se déguiser, d'aller piquer dans un grenier des habits, de jouer aux bons et aux méchants, de jouer à la paix et à la guerre. Et puis, je voudrais vous dire que un moment très important pour moi, c'était quand j'étais pensionnaire dans un collège à Lunéville. Je n'ai pas beaucoup aimé ce moment-là. Et pour échapper mentalement et par l'imagination à l'univers un peu de prison que je ressentais dans ce collège, eh bien, je lisais beaucoup de textes de théâtre. Et puis, un jour, j'ai eu la chance, j'avais, je crois, 11 ans, de voir La Belle et la Bête de Cocteau. Ce film admirable, c'est un de mes premiers films qui m'a beaucoup marqué. Et puis, j'ai tellement été ému et touché par ce film que j'en ai écrit une transposition théâtrale qu'ensuite j'ai joué. Elle était très mauvaise, cette transposition. Ensuite, je l'ai jouée avec des copains et des copines. Puis petit à petit, j'ai été dévoré par le théâtre. Ça a été ma passion pendant des années, des années. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte de bonheur que vous aviez un champ magnétique, en somme, qui opérait très vite sur les autres? Vous vous êtes rendu compte de cela? Pas vraiment, franchement, pas vraiment. Je crois en effet que aujourd'hui, avoir découvert grâce aux autres que lorsque j'ai une conviction, une passion, un enthousiasme, je réussis assez aisément à transmettre cet enthousiasme ou cette passion, et c'est une grande chance d'être ainsi, mais je l'ai découvert assez tardivement. Mais est-ce que, secrètement et profondément, vous auriez souhaité être Gérard Philipe naguère ou Christophe Lambert aujourd'hui? Est-ce que, honnêtement, c'est une chose que vous avez souhaité ou pas? Oui, je crois que j'ai beaucoup aimé le théâtre, je l'aime encore beaucoup, et à une époque, quand j'étais très jeune, vers les 14-15 ans, en effet, un de mes rêves, c'était éventuellement de devenir acteur ou metteur en scène de théâtre. Et puis, bon, j'ai découvert que je ne disposais pas d'un vrai talent d'acteur et j'ai eu la sagesse, je crois, d'y renoncer. Il y a chez vous aussi quelque chose de curieux, je ne sais pas si c'est spontané ou réfléchi, c'est l'impulsivité qui vous anime parfois. Est-ce que l'impulsivité, ce sont des gaffes calculées ou une provocation dans le but de casser des tabous? Alors, vous voudriez peut-être des exemples. Donnez-moi des exemples. Ben, avec le recul, cette vieille affaire du cinéma américain colonisateur, il y a une part de provocation, c'était pour casser quelque chose et pour amener à réfléchir. Provocation, ça a été ressenti comme une provocation, c'était simplement l'expression d'une vérité qui, malheureusement, risque de s'imposer si, par exemple, la crise du cinéma s'accentue. Cette année, en ce moment même, la fréquentation des films dans les salles de cinéma baisse. Pour les Américains également. Pour les Américains également, mais beaucoup plus gravement pour les films français. Et nous risquons de terminer l'année que nous vivons en ce moment par une fréquentation pour les films américains qui atteindra les 60%. Et ça, c'est très grave. Alors, ce que j'ai dit il y a 5 ans qui a fait scandale risque malheureusement d'apparaître comme une triste réalité à la fin de l'année. Alors, j'espère que l'on prendra des mesures, que l'on saura donner à notre cinéma national les moyens de se battre à armes égales avec le cinéma des autres pays. Dans la vie de tous les jours, que ce soit la période où vous étiez rue de Valois ou celle d'aujourd'hui, vous devez avoir des crises de rage tout de même, en vous frottant comme ça, soit à la bureaucratie, à l'incompréhension, à l'avarice affective des gens. Mais vous êtes un frondeur quand même, et vous insatisfait dans ce domaine, non? Oui, disons que quand j'ai eu la chance d'être pendant 5 années à la tête du ministère de la Culture, bon, j'ai eu ce privilège extraordinaire d'être soutenu
Alors vous allez encore dire que je suis une sorte de mitterrandolâtre Non, mais là, vous avez inconditionnel. raison. Mais j'ai été soutenu c'est un homme qui aime par ça, cet c'est homme sûr. extraordinaire. Je vous assure, franchement. Bon, c'est vrai, je me suis heurté souvent à des obstacles, parfois à l'intérieur même du gouvernement, et sans parler du ministère des Finances, c'était toujours non, 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 non. Et chaque fois qu'il y a eu une difficulté, un problème, je me suis adressé à François Mitterrand, et je ne dis pas que chaque fois il m'a donné raison, car lui-même voulait savoir et comprendre la raison de la divergence entre moi-même et tel autre membre du gouvernement, mais toujours il a apporté, disons, une réponse ambitieuse. Oui, mais que ferez-vous le jour où Dieu voudra que vous restiez seul, dans 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, on ne va pas donner de date. Mais et si vous êtes seul, j'espère qu'on a réussi à faire déjà beaucoup de petits. Les émissions politiques sont souvent très embêtantes, très embêtantes. Que feriez-vous? D'abord, je trouve personnellement que les journalistes français, qui sont souvent de bons professionnels, sont trop respectueux à l'égard des hommes publics. Ils devraient leur poser des questions beaucoup plus difficiles, beaucoup plus insolentes, beaucoup plus percutantes. Ne pas se contenter de réponses superficielles, mais leur dire « dites-moi plus, soyez plus précis ». Certains journalistes anglo-saxons sont infiniment plus mordants. Deuxièmement, on pourrait imaginer des émissions alors de vrais combats, des confrontations. Oui, mais est-il sûr que vous répondiez? Par exemple, moi, je connais de vous beaucoup de choses que vous n'avez pas dites là. Bien, allez-y. C'est quand même incroyable, Alors, vous ne me dites foncez, rien. Allez-y, justement. Non, ma critique non, s'adresse à vous aussi. Ben oui, je trouve mais... à l'instant Ouais. vos questions Ben oui. trop sympathiques, au fond. Non. Trop gentilles. Parce que dès que je vous pose une question personnelle, c'est normal, le réflexe vient. Insistez. Mais oui, mais j'ai insisté. Je dis que vous avez... Votre boulot, c'est de vaincre les résistances. Alors, allez-y. Ben oui, mais vous m'avez dit ce que vous avez fait, je le sais, la France le sait, on l'a vu, mais je vous dis que là-dedans, il y a eu un demi-échec qui ne vient pas de vous, qui vient du fait que il n'y avait pas, les créateurs étaient tous en fin de parcours, vous leur avez donné de l'argent et une liberté d'expression, et tous n'ont pas répondu à l'appel, et les jeunes qui auraient dû éclater en 5-6 ans, il n'y en a pas un Truffaut qui est né, il n'y a pas un grand peintre tout à fait nouveau qui est né. Vous avez empêché sans doute la décrépitude, mais vous n'avez pas provoqué de renaissance. Et c'est normal, vous êtes un homme seul. Je vous demande pourquoi François Mitterrand, qui vous écoute, n'est pas allé au bout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Sur ce plan-là, c'est autre chose. Hein. C'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous ai donné un exemple parmi d'autres, très concret, l'exemple de la chorégraphie française. Aujourd'hui, la chorégraphie française est la plus brillante, je pèse mes mots, est la plus brillante du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus à New York, mais à Paris ou à Montpellier ou à Lyon ou dans d'autres villes que la chorégraphie nouvelle se fait. En ce moment, vous ouvrez les journaux américains, ce sont des chorégraphes français comme Maggie Marin que l'on parle. Par ailleurs, vous évoquez le cinéma. Je ne sais pas qui sera Truffaut demain. En tout cas, la France est le seul pays d'Europe dans lequel vous avez une relève debout. Vous avez une relève de génération. Oui. Vous avez des jeunes cinéastes qui, peut-être, demain seront des grands. Oui. Alors qu'en Italie, vous l'avez vu à Cannes, les grands d'hier sont toujours là. Malheureusement, il n'y a pas de jeunes. Il y a quelques jeunes, mais ils ne viennent pas à Cannes. Enfin, ça, c'est hors sujet, disons, grosso modo tout de même, mais ça n'est pas la responsabilité, vous incombe pas. En revanche, quand je vous demande pourquoi, et je répète, puisque vous semblez en être d'accord, mais pourquoi donc, vu votre rapport inespéré et fabuleux avec François Mitterrand, pourquoi a-t-il fallu qu'il écoute d'autres gens que vous au moment de l'attribution de la 5? Pourquoi a-t-il voulu une chaîne culturelle qui est un ghetto, qui soit dominée par des gens de gauche ou de droite? Ça sera un ghetto. Ça n'est pas ça qu'il fallait, et vous le savez très bien, et vous ne l'avez pas dit. Vous avez été prudent, vous avez été charmant, vous ne l'avez pas dit. Voilà. 2 mots sur cette 5e chaîne. Personnellement, on le sait, je n'ai pas été en accord avec les conditions de la création de cette chaîne. Et la principale raison n'est pas celle que l'on dit, la principale raison, c'est que personnellement, je suis hostile à l'idée même qu'on puisse transférer
à un groupe privé unique la propriété d'une chaîne. Je considère que sur une chaîne, il faut au contraire multiplier les initiatives et par conséquent donner le pouvoir non pas à un seul, mais à une multitude de groupes publics ou privés. Et si la nouvelle culture consistait justement uniquement à produire les nouveaux ordinateurs, les grandes surfaces, à savoir faire une vitrine, on se trompe, peut-être vous comme moi, peut-être qu'on a des nostalgies. Alors disons que d'une certaine manière, je préfère, par sagesse en tout cas, préserver l'essentiel de la civilisation dans laquelle je suis né. D'une certaine manière, là je me sens un peu un archaïque d'avant-garde. Je veux dire qu'on ne peut faire du vrai neuf qu'en étant fidèle malgré tout à une certaine forme de culture. Et je crois que ce serait meurtrier, suicidaire de la part des Européens que de sacrifier à la modernité leur patrimoine et leur capital de culture. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.